Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Notre 12e émission sera relative à la fraude à l'assurance. Bonjour monsieur le médiateur. Bonjour Laurent. Alors Arnaud, souvent dans les litiges qui arrivent à la médiation, l'assureur refuse de délivrer sa garantie car il dit que c'est un fraudeur. On lui a menti quant au risque assuré ou quant aux circonstances du sinistre. Les cas qui viennent souvent à l'esprit en exemple, c'est le sujet du conducteur principal, où c'est très souvent, ça peut être un enfant et non les parents. On sait très bien que c'est une fausse déclaration et que c'est souvent lié à des aspects pécuniaires, ou bien le cas encore très classique, peut-être plus classique encore, c'est le questionnaire de santé qu'on peut remplir, où là, il est probable qu'il y ait une dissimulation de maladie faussant l'appréciation du risque. Donc, bien sûr, l'assuré conteste la fraude. Il est dit qu'il peut se tromper, qu'il est de bonne foi. Et la question qu'on se pose tous, vous, monsieur le médiateur, comment arrivez-vous à distinguer la fraude intentionnelle et l'assuré maladroit? C'est parfois difficile. Et heureusement, on a quelques articles de loi et on a beaucoup de jurisprudence de la Cour de cassation pour nous aider. Alors, que dit la loi ? Commençons par poser le cadre. Que dit la loi? Alors, il y a deux articles principaux qu'il faut connaître. L'un sur la fausse déclaration intentionnelle et l'autre sur la fausse déclaration non intentionnelle. Alors, le premier qui apparaît en incrustation à l'écran, c'est l'article L113-8 du Code des assurances. Donc, il est très dur. Il est sur la fausse déclaration intentionnelle et il est très dur de façon à vraiment décourager le mensonge, à décourager la fausse déclaration. Alors, comme on peut le lire, il dit le contrat d'assurance est nul en cas de réticence, c'est-à-dire si vous avez omis de déclarer quelque chose. Donc, le fait de ne pas dire peut conduire à la nullité du contrat. Donc, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle. Donc, là, délibérément, vous avez menti à l'assureur. Donc, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque, donc ça, on va en discuter, ou on diminue l'opinion pour l'assureur, et là où c'est très dur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. C'est-à-dire que là aussi, ça peut conduire à beaucoup d'incompréhension en disant, oui, d'accord, on a beaucoup d'assurés qui nous disent, je sais pas, une veuve qui, à propos du décès de son mari et qui demande le versement des capitaux décès, qui dit oui, mon mari effectivement n'a pas déclaré son asthme, mais c'est pas de ça dont il est mort. Il est mort d'une autre maladie cardiaque. Et pourquoi le législateur était aussi loin? Vraiment, l'idée c'est de dire le mensonge doit être sanctionné et quelque part de façon disproportionnée. Pour dissuader aussi. Pour dissuader. Donc vraiment, la fausse déclaration intentionnelle, donc là on est dans un cas où l'assuré ne pouvait pas ignorer, pour l'exemple que j'ai pris, qu'il avait des problèmes d'asthme, et donc il a délibérément omis de le déclarer ou menti. Eh bien, le législateur a décidé que cela méritait la nullité du contrat. Et donc la nullité du contrat, ça veut dire que rien ne délivre pas sa garantie. Rien ne sera indemnisé. Voilà. Alors là, nous voyons le cadre légal en cas de fausse déclaration intentionnelle. Et qu'en est-il en cas de fausse déclaration non intentionnelle? Alors, donc là, c'est un autre article de loi qui est le suivant, qui est L113-9, qui nous dit, et qui apparaît aussi à l'écran, et qui nous dit que, alors, si la mauvaise foi n'est pas établie, les contrats, comme tout contrat, les contrats doivent être négociés de bonne foi. Alors, si là, l'assureur reconnaît que, bon, vous m'avez fait une fausse déclaration, ou vous avez omis de me dire quelque chose, mais vous n'avez pas été de mauvaise foi. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de nullité du contrat d'assurance. Alors, il y a deux cas de figure. La déclaration inexacte, on l'a constaté avant qu'il y ait un sinistre ou après qu'il y ait un sinistre. Alors, si c'est avant un sinistre, l'assureur a le choix. Il peut soit dire, je vais maintenir le contrat, mais je vais vous faire payer plus cher. Normal. Bon, voilà. Parce que, vous m'avez mal décrit le risque. Ou bien, non, au vu de ce que je viens d'apprendre, non, on résilie le contrat. Et un cas qu'on a très fréquemment à la médiation, c'est après sinistre. Après sinistre, un expert est envoyé et il dit la taille de l'habitation n'est pas celle déclarée au contrat.
vous m'aviez déclaré une maison de 5 pièces, en fait, elle en fait 7. Bon, donc, vous n'avez manifestement, donc l'assureur dit à l'assuré, vous n'avez pas payé les cotisations d'assurance. Si j'avais su que la maison était de 7 pièces, je vous aurais fait un tarif plus élevé. Alors, à ce moment-là, au moment du sinistre, un sinistre dégâts des eaux, par exemple, l'assureur va dire, je vais réduire l'indemnité avec une règle proportionnelle, à due concurrence, puisque je n'ai pas touché les cotisations que j'aurais dû si j'avais su qu'il y avait 2 pièces de plus dans l'habitation. Par conséquent, je vais réduire l'indemnité dans les mêmes proportions, afin qu'il n'y ait pas d'enrichissement quelque part pour l'assuré. Donc c'est la règle proportionnelle qui va s'appliquer. Alors, comment distinguer l'intention de l'omission ? Alors, Arnaud, maintenant, comment faire pour vérifier s'il y a fausse déclaration intentionnelle ? Avez-vous une méthode ? Oui, on a une méthode, au fond, qui est fondée sur l'analyse de la jurisprudence. Il y a 4 questions à se poser. D'accord. 4 questions à se poser pour les juristes à la médiation de l'assurance. Quelles sont-elles alors ? La première, c'est est-ce qu'une question précise a été posée par l'assureur ? Ensuite, à cette question précise, est-ce qu'il y a eu effectivement une réponse inexacte ? Est-ce qu'il y avait intention de donner une réponse inexacte ? Est-ce que ça a été délibéré ? Et puis, cette réponse inexacte, même si elle est intentionnelle, est-ce qu'elle a faussé l'appréciation du risque pour l'assureur ? Donc, c'est tout ça. Là, vous nous proposez une véritable démarche. Je vous propose qu'on regarde point par point, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on peut commencer par est-ce qu'une question précise a été posée ? La jurisprudence, d'ailleurs, on va faire apparaître à l'écran une décision de la Cour de cassation. La jurisprudence a sanctionné notamment les déclarations pré-imprimées. La Cour de cassation a sanctionné ça parce que la Cour de cassation dit il faut avoir interrogé l'assuré. Il faut que l'assuré se soit impliqué. Et donc, typiquement, on lui a posé des questions, il faut qu'il coche des cases, il faut qu'il réponde par oui ou par non. Il faut une implication de l'assuré dans des réponses à des questions personnalisées. Donc, est-ce que, au cours des 5 dernières années, vous avez eu un problème de sciatique, de lombalgie ? Oui ou non ? Voilà, il faut qu'il réponde. Bon. Si c'est une déclaration pré-imprimée où je certifie que j'ai pas eu d'arrêt de travail ces dernières années, je certifie que je suis en bonne santé et puis je signe en bas, là, la Cour de cassation considère que l'assuré n'a pas été interrogé personnellement et il n'a pas eu l'occasion d'apporter des précisions. Et à partir de là, on peut pas dire que c'est une fausse déclaration. Voilà. Donc le premier point à retenir pour ceux qui nous écoutent, c'est les déclarations pré-imprimées, par exemple sur les questionnaires de santé pour un prêt en marge d'un prêt à la consommation. Non, ça marche pas. D'accord, ça c'est clair. Il faut montrer qu'on a personnellement interrogé l'assuré et qu'il a vraiment donné des réponses personnelles. Ensuite, toujours avec cette rubrique, est-ce qu'une question précise a été posée ? Il faut que cette question précise, elle soit facile à comprendre. Bon. Alors, je vous donne 1 ou 2 exemples qu'on a vus à la médiation. Si dans le contrat, on a demandé à l'assuré quelle est la surface développée de son habitation. Et puis, donc, l'exemple, l'assureur disait, vous m'avez menti sur l'exacte surface développée. C'est quoi une surface développée ? Voilà. Alors, dans le contrat précisait effectivement ce qu'il fallait comprendre par surface développée, qui était la surface développée des dépendances et des autres bâtiments est calculée en totalisant les surfaces au sol de chaque niveau, mur compris. Donc il y avait une définition dans le contrat. Mais quand même, à la médiation, on a estimé que on ne connaît pas, les assurés ne connaissent pas cette notion, elle ne figure pas dans les documents. Lorsque vous achetez une maison, on vous parle de surface habitable, on vous parle pas de surface développée. Donc cette notion ne figurait pas sur l'acte de propriété, elle figure pas sur les baux qu'on peut signer habituellement. Bon. Donc on a estimé que c'était pas une question précise, la surface développée. Bon. Je vous donne un autre exemple. On avait dit à l'assuré, est-ce que vous avez été hospitalisé ces dernières années ? Et au cours des 5 dernières années. Et puis, ensuite, l'assureur, quand il avait eu un arrêt de travail, l'assureur dit, vous m'avez menti, vous avez fait une fausse déclaration intentionnelle, parce que je vois que vous avez eu une opération de chirurgie ambulatoire que vous ne m'aviez pas déclarée. Donc voilà, nullité du contrat.
Et nous, on a dit, et l'assuré de protester, de dire, j'ai passé 2 heures à l'hôpital. Donc j'ai considéré qu'à cette question, est-ce que j'ai été hospitalisé, oui, j'ai réellement une hospitalisation. J'ai répondu non, parce que dans mon esprit, c'était pas une hospitalisation. Bon. Et donc on est allé dans le sens de l'assuré pour dire, effectivement, la question n'était pas suffisamment précise, et l'assuré pouvait de bonne foi répondre qu'il n'avait pas été hospitalisé. D'accord. Donc ensuite, si les questions de l'assureur étaient claires, le travail du juriste, si je comprends bien la démarche de la médiation, est donc de vérifier si la réponse de l'assuré fut inexacte, et si oui, cela relève-t-il de la mauvaise foi? C'est bien cela? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pouvait-il vraiment ne pas déclarer qu'il avait eu des consultations médicales récemment? Donc, pour nous, si, par exemple, si une personne est en affection de longue durée, si une personne a eu des consultations médicales récemment dans le questionnaire de santé, il ne peut pas ne pas les déclarer. Si au contraire on parle de quelque chose qui s'est passé 20 ans auparavant, oui, il peut avoir oublié telle ou telle intervention médicale. Voilà. Vous nous avez également dit qu'il doit prouver que cette réponse fausse a changé son appréciation du risque. Oui, absolument. Et là aussi, c'est la jurisprudence qui nous le dit, et puis cela découle du texte de loi. Je vous donne un exemple qu'on a vu récemment à la médiation avec un assuré qui était, en l'occurrence plombier, qui a un arrêt de travail suite à une maladie, et il demande donc la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail à son assureur. L'assureur dit vous avez souscrit en 2021, l'arrêt de travail a lieu en 2022. Je vois qu'en 2020, vous aviez eu un arrêt de travail d'un mois que vous ne m'avez pas déclaré au moment de la souscription. Donc vous m'avez menti, et donc nullité du contrat. Et l'assuré se justifie en disant qu'il en avait informé le courtier, et il dit « Cet arrêt de travail de 2020 n'était pas lié à une maladie, je me suis arrêté pour m'occuper de mon enfant convalescent, donc voilà, donc c'était pas lié à un problème de santé, je me suis arrêté un mois pour m'occuper de mon enfant. » Et donc, est-ce qu'on peut dire dans ces conditions, donc ok, il a menti, c'est-à-dire il a omis. Il a omis. Il aurait dû déclarer cet arrêt de travail dans le questionnaire de santé où il y avait une question sur est-ce que vous avez été en arrêt de travail au cours des 5 dernières années. Donc, c'est vrai, il a fait une fausse déclaration ou une omission. En même temps, est-ce que cela a faussé l'opinion de l'assureur sur la tarification du risque au titre de son état de santé? On peut penser que non. Voilà, la réponse est non, puisque, au vu de la réponse, pourquoi est-ce qu'il s'était arrêté en 2020 pour s'occuper de son enfant? Et donc, on a été dans le sens de l'assuré, de dire non, cela n'a pas faussé l'opinion de l'assureur sur la pertinence de l'assuré tout court ou sur la tarification, et par conséquent, on a invité l'assureur à délivrer sa garantie ITT. Alors maintenant, je pense que si vous êtes d'accord, on peut se demander comment l'assureur prouve la mauvaise foi de l'assuré. Je vous propose qu'on aborde maintenant une autre thématique, une sous-thématique, si je puis m'exprimer ainsi, le cas où l'assureur estime qu'on lui ment sur les circonstances du sinistre, ce qui est autre chose. Oui. Là, jusqu'à présent, on a vu les cas de fausses déclarations à la souscription. L'assureur estime qu'on lui a menti sur la description du risque. Là, maintenant, regardons les cas où l'assureur estime qu'on lui a menti sur les circonstances du sinistre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fréquemment, notamment en assurance auto. L'assuré dit qu'il a trouvé sur le parking sa voiture, voilà, il arrive le matin, il dit ma voiture a été endommagée, un expert est envoyé par l'assureur et l'expert dit non, c'est pas possible que l'impact voilà, ça s'est forcément passé alors que la voiture était en train de rouler. Et qu'elle a heurté un autre véhicule, un corps fixe, voilà, exactement. Alors là, effectivement,
la sanction, c'est pas la nullité du contrat dans son ensemble, mais c'est la déchéance de garantie, c'est-à-dire que l'assureur va dire pour le sinistre que vous m'avez déclaré, je ne paierai rien parce que vous m'avez menti sur les circonstances du sinistre. Alors, la jurisprudence indique bien que pour que l'assureur puisse opposer cette déchéance de garantie, il faut que ce soit prévu par le contrat. Alors, c'est vraiment le cas en général où l'assureur va insérer une clause dans le contrat qui dira clairement, qui sera en caractère très apparent, donc en caractère gras par exemple, et qui dira clairement à l'assuré, si vous nous faites des fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, les circonstances du sinistre, si vous faites des fausses factures, si vous employez des documents inexacts, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là, donc, l'assureur dit « vous avez été de mauvaise foi, vous m'avez menti sur les circonstances du sinistre », et c'est à l'assureur de prouver la mauvaise foi, puisque la bonne foi, elle est toujours présumée dans les contrats. Donc la responsabilité revient à l'assureur. Mais cette bonne foi, elle est bien dans le Code civil. Oui. C'est bien cela. Oui. La bonne foi, vous avez l'article 1104 du Code civil qui dispose que les contrats doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi. Et puis vous avez l'article 2274 du même Code qui dit la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Donc, dans notre cas, c'est à l'assureur qui dit que son assuré a été de mauvaise foi et qu'il lui a fait une fausse déclaration. C'est à l'assureur de prouver que l'assuré est de mauvaise foi. Donc, c'est à l'assureur de faire cette preuve, ça on le comprend. Mais vous, comment vous faites pour faire une opinion à la médiation ? Et vous, monsieur le médiateur ? Non, c'est pas toujours facile. Il est clair que c'est pas toujours facile pour l'assureur de prouver que l'assuré est de mauvaise foi. Et c'est pas toujours facile pour nous, à la médiation, qui avons deux récits contradictoires, bien sûr, de nous faire notre opinion. Donc, nous demandons aux assureurs de nous fournir tous les éléments, tous les documents. Par exemple, s'il y a eu un rapport d'un enquêteur, souvent les assureurs vont missionner un enquêteur qui va faire des investigations. Bon. Et donc, qu'est-ce que les assureurs vont nous apporter ? Ils vont nous prouver que, suite à un cambriolage, l'assuré dit « j'ai 30 000 euros d'objets qui ont été volés ». Et puis, si l'assureur peut nous prouver, suite à un travail d'un enquêteur, qu'il y a des fausses factures, qu'il y a manifestement des fausses factures, parce que l'entête ne correspond pas, ce magasin a disparu depuis longtemps par rapport à la date de la facture, il y a des références qui doivent figurer dans une facture, le numéro SIRET, etc. Bon, voilà. Si l'assureur peut nous dire je suis en présence de fausses factures, et de même simplement quelques fausses factures, hein, comme on dit, la fraude corrompt tout, c'est-à-dire si, dans mon exemple, il y a 30 000 euros d'objets indemnisés et il y a 1 000 euros de fausses factures, l'assureur peut dire, et on confirmera, c'est zéro. Parce que dès lors qu'il y a eu une mauvaise foi, la suspicion est forte. La fausse déclaration, l'assuré perdra le droit à toute indemnisation. Donc je comprends, vous vous appuyez sur des rapports, des experts, mais j'imagine que vous avez le cas classique à nouveau, je pense, du changement d'attitude de l'assuré et la fameuse phrase du « Ah, je me souviens maintenant ». Oui, bien sûr, ça arrive souvent. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, avec l'expert qui dit la voiture n'a pas pu être endommagée dans les circonstances décrites par l'assuré, il n'a pas pu la retrouver sur son parking comme ça, vu les traces sur la voiture, l'accident s'est produit dans d'autres circonstances. Alors il arrive vraiment souvent que l'assuré change ses déclarations. On dit « Ah oui, effectivement, maintenant ça me revient, j'ai heurté un poteau. Bon. » Ou bien « Ah oui, j'ai fait quelques fausses factures, mais je suis vraiment désolé, j'étais pas dans mon état habituel, je me suis trompé, j'ai eu tort de vous envoyer ça, mais bon, ok, j'ai envoyé 1 000 euros de fausses factures, mais il reste quand même 29 000 euros de vraies factures. » Alors, ces variations dans les déclarations de l'assuré ont été sanctionnées clairement par la jurisprudence, par la Cour de cassation, qui a clairement dit en 2019, dans un arrêt du 17 janvier 2019, que les variations dans les déclarations de l'assuré concernant les circonstances d'un sinistre permettent d'établir l'intentionnalité d'une fausse déclaration. Donc ça joue contre l'assuré. Totalement. Et c'est clair. Et donc de le priver de tout droit à garantie. Donc, en fait, c'est vraiment la première déclaration
de la part de faut être l'assuré. très attentif, c'est le conseil qu'on peut c'est la donner aux première assurés. déclaration qui compte, parce que ensuite, si vous faites des variations, là, il y a une jurisprudence qui dit non, c'est vraiment la première déclaration qui est importante. Merci beaucoup Arnaud. Bien sûr, tout ça est non exhaustif, il est difficile d'envisager tous les cas. On a compris que la première déclaration est importante et permettez-moi de conclure une phrase toute simple, je pense qu'il ne faut jamais mentir à son assureur. Merci, à bientôt.